Bon, on y est, la CAN 2025 vient juste de commencer, le Maroc est en ébullition, les stades sont pleins, les supporters ont déjà perdu leur voix. Mais derrière les buts, les dribbles et les célébrations, il se passe quelque chose de beaucoup plus grand. Cette CAN-là, c'est peut-être la plus importante de l'histoire moderne du foot africain. Pas juste parce qu'elle se joue au Maroc, parce que le niveau est là, mais parce qu'elle marque un tournant pour le foot africain, son image, son influence et même pour sa place dans le monde, et je vais t'expliquer pourquoi. Et si on commençait par parler de comment la CAN a été créée? La CAN naît dans un moment très particulier de l'histoire du continent africain, au cœur des luttes d'indépendance et d'une vraie envie d'exister politiquement, mais aussi footballistiquement. Tout commence en 1956. En plein mois de juin, ce jour-là, se déroule le 3e congrès de la FIFA à Lisbonne. À cette époque, seules quelques fédérations africaines sont membres de la FIFA. L'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Ces fédérations en ont marre d'être dispersées dans les qualifications de la Coupe du Monde sans véritable reconnaissance de l'Afrique comme continent footballistique à part entière. Les représentants de ces pays se rencontrent alors et posent une idée simple mais révolutionnaire pour l'époque. Créer une confédération africaine de football, la CAF, et organiser leur propre tournoi continental. Au début, la FIFA refuse en disant qu'il y a trop peu de membres africains participants vu qu'ils ne sont que 4 à ce moment-là. Mais le président de la fédération égyptienne, Abdelaziz Abdella Salem, qui était un peu l'intermédiaire et porte-parole de l'idée, décide alors de quitter le congrès en disant, ouvrez les guillemets, si nous ne sommes pas tous traités ici sur le même pied d'égalité, il n'est nullement question de notre présence parmi vous. Et le président de la fédération soudanaise, Mohamed Abdelhaim, le suit et c'est alors que la FIFA aurait révisé favorablement la demande. On est en pleine vague de décolonisation. Le Soudan vient de devenir indépendant en 56, le Ghana va suivre en 57 et d'autres pays sont en lutte d'indépendance. Donc à ce moment-là, créer une confédération africaine et une compétition entre nations africaines, ce n'est pas seulement du sport, c'est déjà un acte politique, un acte de fierté, une manière de dire on existe, on s'organise et on ne sera plus obligé de jouer dans l'ombre de l'Europe dans les tableaux de la FIFA. Et très vite, l'idée devient réalité. La CAF est officiellement fondée et les dirigeants décident d'organiser une première Coupe d'Afrique dès l'année suivante. En février 1957, soit 3 ans avant la Coupe d'Europe des Nations, la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations a lieu à Khartoum, au Soudan, et devient la 2e plus vieille compétition continentale après la Copa América, dont la première édition date de 1916. À l'origine, 4 pays doivent donc participer. L'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, qui sont les 4 nations fondatrices de la CAF. Mais très vite, la politique rattrape le terrain, puisque sur les 4 pays fondateurs, il y en a un qui est en plein apartheid, c'est l'Afrique du Sud, qui refuse d'envoyer une sélection multiraciale. Résultat des courses, elle est disqualifiée. Donc autrement dit, dès le début de son existence, l'une des premières décisions de la CAN, c'est de s'opposer au régime raciste d'apartheid et de refuser qu'une équipe soit composée uniquement de joueurs blancs, ce qui est un geste fort. Du coup, il ne reste plus que 3 équipes. La première CAN va se jouer avec seulement 2 matchs, dans une ambiance fondatrice plus que commerciale. En demi-finale, l'Égypte bat le Soudan, puis elle affronte l'Éthiopie en finale. Le 16 février 1957, devant environ 30 000 spectateurs, au stade municipal de Khartoum, construit spécialement pour cette CAN, l'Égypte s'impose 4-0 grâce à un quadruplé de son attaquant Had Diba et devient la première championne d'Afrique de l'histoire. Et pourtant, malgré cette histoire fondatrice hyper forte, malgré le fait qu'elle soit plus ancienne que l'Euro, la CAN a longtemps été regardée, surtout depuis l'Europe, comme une compétition inférieure. Au lieu de voir cette coupe comme le produit d'un mouvement d'indépendance, de résistance et d'affirmation panafricaine, beaucoup de médias l'ont réduite à une série de clichés, des pelouses impraticables, des stades à moitié vides, des organisations trop chaotiques, des arbitrages exotiques. Pendant des années, le récit dominant ne retenait que ces ratés-là. Un match simplement retardé par la pluie devenait la preuve que l'Afrique n'était pas prête. Une coupure d'électricité devenait une caricature et un incident isolé d'arbitrage était généralisé à l'ensemble du tournoi, comme si la CAN était une anomalie dans le football mondial. On oubliait opportunément que des coupures de courant ont déjà interrompu des matchs ou que des pelouses catastrophiques ont déjà fait scandale en première ligue. Mais ces erreurs européennes sont perçues comme des accidents techniques, alors que celles de la CAN deviennent des clichés structurels. Ebi Brouzakis, journaliste sportif à la RTBF, disait d'ailleurs « Dans l'organisation, il y a de la nonchalance et des gens rigoureux un peu partout. L'erreur est humaine, je n'ai aucun souci avec cela.
Ce qui me gêne, c'est la caricature. L'Africain nonchalant, l'Européen rigoureux. Ce biais médiatique a éclipsé un autre élément fondamental. La CAN n'a cessé d'évoluer et de grandir. Le tournoi est quand même passé de 3 équipes en 1957 à 9 en 62, puis à 16 et aujourd'hui à 24 nations. Un format comparable à l'Euro. Des pays ont construit ou rénové des stades spécialement pour accueillir la compétition, comme la Côte d'Ivoire avant l'édition 2023, avec le nouveau stade des Bimpe à Abidjan ou encore celui de Yamoussoukro. Certaines villes ont même été complètement transformées pour accueillir équipes et supporters avec des routes modernisées, des hôtels rénovés, des systèmes de sécurité renforcés. La CAN est clairement à un tournant. Elle n'est plus seulement un symbole de fierté africaine, mais un produit mondial rentable et attractif pour les investisseurs. La Confédération africaine de football a renoué avec les bénéfices et ses revenus explosent grâce au sponsoring, aux droits TV et à des accords avec des géants internationaux. La CAN 2023 a été diffusée dans plus de 170 territoires, accumulant aussi 2,2 milliards de vues en ligne, preuve de sa transformation digitale. Parallèlement, les infrastructures africaines se professionnalisent. Stades modernes aux normes FIFA, technologies avancées et stratégie nationale d'investissement. Alors c'est vrai que pendant longtemps, pour certains supporters européens, la CAN c'était un peu le tournoi qui fait chier les clubs en janvier. Alors que pour des millions de personnes sur le continent et dans la diaspora, c'est l'événement le plus important de l'année, un moment de fierté nationale et même continentale, un espace de représentation, un rendez-vous émotionnel bien plus fort que tout autre tournoi. Mais certains continuent de la prendre de haut, comme Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, qui avait notamment qualifié cette compétition de petit tournoi avant de nuancer son avis polémique. Et l'aspect le plus souvent mentionné et mis au cœur des débats, c'est le calendrier de la CAN qui n'arrange pas les clubs effectivement. Elle est organisée entre décembre et février, elle tombe donc en plein milieu des championnats européens et des compétitions comme la Ligue des Champions ou encore l'Europa League. Résultat, les clubs doivent libérer leurs joueurs africains en pleine saison, parfois pour près d'un mois, alors même que des huitièmes de finale sont programmés 2 jours après la finale de la CAN. Je trouve que c'est incorrect vis-à-vis des sélectionneurs et des fédérations qui sont impliqués dans cette compétition, qui est une compétition très importante, et que quand vous avez une date qui est entérinée sur le retour des joueurs en sélection et que vous avez une préparation qui est mise en place avec des fédérations qui ont booké des hôtels, des matchs de préparation, que cette information leur soit donnée aussi tard, pour moi c'est incorrect. Mais il y a une réalité, c'est qu'il faut aussi se positionner de l'autre côté et de considérer que c'est une compétition majeure. On a l'impression qu'on peut bouger cette CAN quand on veut, on peut la placer où on veut, on peut donner l'organisation qu'on veut. Et ça ne se passe pas sur les autres fédérations ou sur les autres compétitions internationales. Mais pourtant, les règles de la FIFA sont claires. Un joueur convoqué doit répondre à sa sélection et un club n'a pas le droit de l'en empêcher. Mais malgré ça, certaines équipes contournent l'esprit du règlement en encourageant leurs joueurs à privilégier leur club, souvent par crainte de blessures ou d'un affaiblissement de l'effectif en pleine saison. Beaucoup d'internationaux africains évoluant en Europe ont vécu une pression immense à chaque fois que la CAN approchait. Prenons le cas d'Abdoulaye Doucouré, milieu malien d'Everton, qui en 2023 a annoncé qu'il ne participerait pas à la prochaine CAN pour se concentrer sur sa carrière en club. Et c'est loin d'être des cas isolés. Aurelio De Laurentiis, président de Naples, a lui déclaré qu'il ne recruterait plus de joueurs africains, sauf s'ils acceptaient de renoncer à disputer la CAN. Claude Puel, alors entraîneur à Leicester, avait publiquement regretté le départ de Wilfried Ndidi et de Kelechi Iheanacho à la CAN, affirmant que c'est un problème pour les clubs européens. Et dans les années 2000, José Mourinho disait ouvertement que la CAN perturbait trop la saison et qu'il fallait trouver une solution. En clair, ne plus la jouer en janvier ou ne plus la jouer du tout. Mais malheureusement pour eux, il y a une volonté de plus en plus grande des joueurs binationaux de ne pas juste briller en Europe, mais dans leur continent aussi. Je pense qu'on le voit comme une échéance très importante. On sait que ça peut être une rupture dans notre saison. On sait aussi qu'on prend le risque en partant à ce moment-là de la saison de perdre notre place en club. Mais pour moi, mon pays était tellement important qu'il n'était pas question d'envisager quoi que ce soit d'autre que de partir représenter mon pays. Et ce climat crée un malaise profond. Certains joueurs se sentent coupables de représenter leur pays. D'autres se retrouvent coincés entre deux loyautés. Et beaucoup finissent par être perçus comme des ingrats s'ils choisissent leur famille, leur drapeau, leur culture
au-dessus de leur contrat. Prenons l'exemple d'Oussem Aouar qui, après avoir joué une fois en équipe de France, choisit finalement le maillot de l'Algérie en 2023. De là s'en est suivi une vague de haine après qu'il ait dit avoir regretté de ne pas y être allé plus tôt. Mais cette CAN 2025 est réellement à la croisée des chemins. Jamais les joueurs africains n'ont autant pesé dans le football mondial. Mohamed Salah est le meilleur buteur africain de l'histoire de la Première Ligue. Victor Osimhen est devenu le premier africain meilleur buteur de Série A. Riyad Mahrez a porté Manchester City vers un triplé historique. Achraf Hakimi est l'un des latéraux les plus influents du monde et des joueurs comme Koulibaly, Partey ou Onana sont devenus les leaders naturels de leur club. Bref, aujourd'hui, que ce soit dans les buts, au milieu, sur les ailes ou devant, les meilleurs clubs européens dépendent de talents africains. Pendant longtemps, dans le marché européen du football, les joueurs africains étaient considérés comme moins bankable. Un joueur africain, même exceptionnel, se vendait souvent moins cher qu'un joueur européen. Ce n'était pas seulement une question de niveau, mais aussi de racisme structurel et de biais marketing. Bruno Satin, un des agents les plus reconnus dans le monde du foot et excellent connaisseur du continent africain, expliquait au journal Le Monde qu'en Afrique, il voyait des joueurs très doués avec un gros potentiel, mais ils valaient parfois 10 ou 20 fois moins cher que des joueurs brésiliens à niveau égal. Par exemple, Riyad Mahrez, élu meilleur joueur de Première Ligue en 2016, ne valait que 40 millions à son transfert à Manchester City, quand des joueurs européens au profil similaire étaient vendus 80 ou 90 millions. Je pense notamment à Kevin De Bruyne, transféré à Manchester City en 2015 pour 75 millions, soit moins que des joueurs européens ou sud-américains, remplaçant dans certains clubs anglais comme Richarlison, transféré à Tottenham en 2022 pour 58 millions d'euros. Mais depuis une dizaine d'années, la tendance s'inverse. Les transferts de joueurs africains ont explosé en valeur. Le cas le plus spectaculaire est celui de Victor Osimhen, avec un transfert estimé à 75 millions. Achraf Hakimi, né en Espagne mais d'origine marocaine, a été acheté 60 millions par le PSG. Nicolas Pepe était parti pour 80 millions à Arsenal. Ce sont des montants qu'on ne voyait jamais avant. Et cette montée n'est pas un hasard. Elle correspond aussi, entre autres, à une CAN de plus en plus suivie, de plus en plus diffusée, de plus en plus crédible. Aujourd'hui, si tu t'intéresses pas à la CAN, objectivement, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a tellement de joueurs internationaux, le niveau dorénavant est très intéressant à suivre. Maintenant, c'est totalement une compétition qu'il faut suivre, mais juste parce que t'aimes le foot. Selon le rapport d'activité de la CAF, en 2023, la CAN a une audience TV de 1,4 milliard et 2,2 milliards de vidéos visionnées sur des plateformes numériques. Des matchs comme Nigeria-Afrique du Sud ont réuni plus de 10 millions de viewers sur certaines plateformes. La diaspora européenne a rempli des fan zones entières. Certains écrans géants à Paris ont accueilli plus de monde que pour la finale de l'Euro. Et ce changement de rapport de force se ressent. La CAF vend plus cher ses droits TV, les sponsors affluent, les joueurs africains deviennent des images de marque. Donc désormais, les clubs européens anticipent de plus en plus le départ de leurs joueurs pendant la CAN au lieu de s'en plaindre. Cette CAN 2025 a donc un poids et elle est l'occasion de montrer une bonne fois pour toutes que le continent africain n'est pas une variable d'ajustement du calendrier européen, mais un acteur central de l'histoire du football moderne. Mais cette CAN est importante pour autre chose aussi. Sa nouvelle hype est désormais un outil de soft power. Le football africain porte désormais un poids symbolique gigantesque. La CAN est un espace de cohésion, de fierté et de représentation. Autrement dit, si les joueurs africains pèsent autant aujourd'hui sur le terrain européen, c'est aussi parce qu'ils incarnent un imaginaire collectif, une identité forte, une histoire commune que des millions de personnes sur le continent comme au sein de la diaspora défendent et revendiquent. Et c'est cette dimension-là qui explique pourquoi la CAN est devenue un moment aussi décisif politiquement et culturellement que sportivement. Les gens ne s'identifient pas seulement à des joueurs ou à un maillot, ils y projettent leurs espoirs, leur colère, leurs frustrations, leurs rêves, parfois même leurs besoins de survie collective. On l'a vu de manière spectaculaire en Côte d'Ivoire en 2023. Le pays traverse encore les séquelles de 15 années de tensions politiques et pourtant, le jour où l'équipe nationale qu'on disait perdue, éliminée, humiliée, renaît miraculeusement et finit championne d'Afrique, tout change. Pendant plusieurs jours, Abidjan, Bouaké, San Pedro,
Korogo vibrent au même rythme. Des quartiers rivaux célèbrent ensemble. Des familles qui ne se parlaient plus depuis des années se retrouvent autour de la télévision. On assiste presque à une guérison collective. La CAN n'est pas qu'une coupe. C'est un moment où un pays fracturé retrouve un horizon commun. Et le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas isolé. Au Sénégal, lorsque l'équipe remporte la CAN 2022, Dakar se transforme en marée humaine. Le gouvernement décrète un jour férié, les joueurs sont décorés par le président et des millions de personnes défilent dans les rues comme si tout le pays se levait enfin d'une longue attente. Mais au-delà de la cohésion du continent africain, la CAN est devenue une plateforme identitaire gigantesque, en particulier pour les diasporas africaines, les binationaux. À Paris, à Bruxelles, à Londres, à Montréal ou à Berlin, chaque édition du tournoi transforme les villes. Les fan zones s'emplissent de drapeaux, de maillots, de pagnes, de tenues traditionnelles revisitées, de chorégraphies filmées pour TikTok. Des milliers de jeunes s'y retrouvent pour célébrer des équipes qu'ils n'ont parfois jamais vu jouer au stade, mais qui incarnent leur histoire familiale, leur héritage, leur double identité. Cette dimension culturelle se retrouve aussi chez les joueurs eux-mêmes, qui sont devenus de véritables ambassadeurs mondiaux. Achraf Hakimi n'est pas seulement un latéral du PSG, il est une figure pan-arabe et panafricaine, porteur d'une identité franco-maroco-espagnole qui dépasse largement le football. Sadio Mané est devenu un symbole moral, celui de la réussite sans arrogance du joueur qui finance des hôpitaux et des écoles dans son village de Bambali. Dans ce contexte, la CAN devient le moment où toutes ces identités éclatent au grand jour. Là où pendant des décennies, les médias européens ont réduit l'Afrique à des récits de crise, de pauvreté ou d'instabilité, la CAN raconte une autre histoire. Un continent jeune, talentueux, créatif, moderne. Les cérémonies d'ouverture deviennent de véritables shows culturels, les maillots deviennent des objets de mode, comme le célèbre maillot du Nigeria de 2018 qui a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires en quelques semaines, un record mondial pour un maillot national. Et cette année plus que jamais, alors que les joueurs africains brillent partout en Europe, la CAN doit montrer qu'elle est à la hauteur de cette puissance collective. Et cette année, c'est le Maroc qui accueille cette CAN et il veut en faire une démonstration. Une démonstration de puissance, de sérieux, de vision. Une démonstration que l'Afrique peut organiser un événement sportif d'envergure mondiale sans complexe, sans retard, sans improvisation et même avec une ambition comparable à celle de grandes nations hôtes de la Coupe du Monde. On l'a vu avec la politique d'infrastructures monumentales engagée depuis plus d'une décennie. Les stades comme ceux de Tanger, Rabat ou Agadir ne sortent pas de nulle part. Ils sont le produit d'une vision pensée sur le long terme où le Maroc se positionne comme un hub sportif entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. Il y a énormément d'engouement autour du football. Est-ce qu'on peut dire que le Maroc est aujourd'hui la locomotive du football africain? Un grand oui, avec un O majuscule. J'ai eu la chance d'être à Rabat pour le match entre le Maroc et le Niger sur l'inauguration de ce stade au mois de septembre. Ce qui est sûr, c'est que le président Legja de la FRMF a tout fait pour accompagner la volonté du palais et de Sa Majesté pour faire effectivement que le Maroc soit un hub à tous les niveaux. Et un hub à niveau sportif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand des pays africains n'ont pas encore reçu les homologations auprès de la FIFA ou de la CAF d'homologuer des terrains pour recevoir des matchs de grande compétition internationale, le pays vers lequel on se tourne, c'est le Maroc. C'est au Maroc que ça se passe. Et je crois qu'effectivement, comme on disait sur place, il n'y a pas à date une compétition qui aura été mieux organisée, je le crois. C'est non faire offense aux Ivoiriens qui ont organisé une belle compétition, mais là, d'après moi, pour ce que j'ai vu sur place de l'organisation marocaine, je crois que le président Legja a vraiment fait du très bon boulot. Et ce modèle est structuré. Le centre Mohamed VI à Salé est considéré comme l'un des meilleurs centres de formation au monde, un équivalent africain de Clairefontaine si on veut. On y forme des jeunes joueuses, joueurs, on y accueille des sélections étrangères, on y développe des méthodologies modernes qui ont transformé la sélection marocaine en référence. La demi-finale historique de la Coupe du Monde 2022 n'est pas sortie de nulle part. Elle est le résultat d'un écosystème construit méthodiquement depuis plus de 10 ans. Pourtant, ce récit triomphal est bien traversé par une tension à l'intérieur du pays. Celle d'une partie de la jeunesse marocaine, notamment la Gen Z, qui a manifesté contre l'organisation de cette CAN et de la Coupe du Monde 2030. Pour ces jeunes, souvent en situation précaire, les milliards investis dans les stades et les routes sont perçus comme des priorités mal alignées avec leur réalité quotidienne. Chômage, coût de la vie, accès au logement, frustration sociale. Ce contraste, un pays qui montre un visage moderne au monde tandis qu'une partie de sa jeunesse demande d'autres urgences comme la santé, entache le récit idyllique autour de la CAN que le Maroc voudrait imposer au monde.
Après, cela ne remet pas en cause la capacité du Maroc, mais cela montre que même les bons élèves du continent ne sont pas exempts de contradictions internes et que l'événement est aussi observé par leur propre population, pas seulement par les caméras internationales. Et l'enjeu pour le Maroc dépasse l'organisation. Le Maroc arrive dans cette CAN avec une dynamique sportive exceptionnelle. La demi-finale de la Coupe du Monde 2022 a placé le pays sur une carte où aucun État africain n'était encore parvenu. C'était bien plus qu'un exploit sportif. C'était un acte symbolique mondial. Pour la première fois, un pays africain et arabe franchissait ce plafond de verre et entrait dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Depuis, le Maroc est devenu une référence tactique, un modèle de formation, un exemple de discipline collective. En accueillant la CAN 2025, le pays veut donc prolonger cette dynamique, inscrire sa place parmi les grandes nations du football et prouver que son épopée n'était pas un accident, mais qu'un début. Et l'économie marocaine n'est pas non plus absente de cette équation. Le tourisme représente une part majeure de son PIB et accueillir la CAN est une opportunité de repositionner le pays sur la scène touristique mondiale. L'objectif n'est pas seulement d'attirer des supporters étrangers pendant un mois, mais de transformer l'image du pays aux yeux de millions de téléspectateurs qui verront ses villes, ses infrastructures, ses paysages, ses stades. La CAN devient une campagne géante de promotion nationale, un spot publicitaire d'1 mois diffusé dans plus de 170 pays. Il ne s'agit pas seulement de réussir une édition de la CAN, il s'agit de donner à l'Afrique la place qu'elle mérite dans la hiérarchie mondiale, montrer que son football n'est pas seulement passionnel, mais structurel, stratégique, puissant. Une chose est sûre, c'est qu'une fois terminée, cette CAN, si elle est couronnée de succès, ne devra plus prouver qu'elle est capable, mais elle devra construire et capitaliser sur sa crédibilité gagnée, sur ses infrastructures, et elle pourra attirer plus de sponsors et développer des centres de formation, renforcer ses championnats locaux et créer une économie de foot solide à sa mesure. Cette CAN peut donc potentiellement fermer le chapitre d'une Afrique devant constamment démontrer et prouver pour laisser place à la transformation. Et toi alors, qu'est-ce que tu attends de cette CAN? Et n'hésite pas à me dire quelles équipes tu supportes en commentaire. En attendant, tu connais la chanson, tu prends soin de toi la famille.